Here's another. Nous allons commencer dans une petite minute. On va attendre que les personnes nous joignent. OK, Valérie, contente de te voir. Si vous pouvez activer vos caméras, il est toujours agréable de voir les visages des personnes qui nous manquent tellement. Erika, est-ce que tu es là? Erika va nous accompagner même. Peut-être qu'elle viendra un peu plus tard. Elle va nous joindre un peu plus tard. C'est le seul problème avec les conférences virtuelles. C'est tout un défi, toutes ces réunions virtuelles. On finit pas par les dominer. C'est vraiment un plaisir de vous voir ici, tous réunis. Je vais donc commencer maintenant. Et bonjour donc, après-midi, bonne journée, bon après-midi. Je suis Lauren Rice et je vous accompagne de Washington, d'ici du programme de sécurité environnementale. Vous avez la possibilité d'avoir la traduction en français, en anglais, en espagnol et vous pouvez appuyer l'icône de traduction et choisir la langue dans laquelle vous pourrez entendre. Vous pouvez choisir comme ça la langue qui vous est le plus facile. Lorsque vous avez enregistré à la conférence, vous avez accepté le code de conduite de l'Association de construction de paix environnementale sur la politique antidiscrimination et anti-harcèlement. Je sais que nous sommes tous dans la communauté, nous sommes tous très respectueux et nous avons à nouveau la traduction simultanée et vous pouvez poser des commentaires sur le chat, mais pas trop long. Si jamais vous entendez en français ou en espagnol, vous pouvez écrire les commentaires dans la langue que vous voulez et si jamais les interprètes pourront nous aider à traduire les commentaires ou les questions. Nous espérons que ce soit un très bon dialogue. Alors, vous pouvez lever la main, vous pouvez activer vos micros et nous pourrons en discuter comme si nous étions tous ensemble en présentiel. Avant de passer au panel en soi-même, nous sommes d'accord avec le code de conduite, interprétation, voici, tout est couvert. Nous pouvons donc débuter. Si jamais vous avez des problèmes, levez la main ou envoyez-nous un message sur le chat. Ça fait 20 ans que j'ai eu mon diplôme et je me demandais comment faire ceci, faire une carrière dans la construction de la paix. J'étais en Bulgarie et j'étais juste mon retour. On a eu l'ouragan Katrina et il y a eu beaucoup de destruction et il y a des personnes qui ont perdu leur logement, des personnes qui n'avaient pas pu se déplacer et ont dû voir un peu de première main comment cette brèche d'inégalité était importante et la coopération et l'appui
a vraiment été étonnante de voir comment toutes les personnes se connectaient. Et c'est là que j'ai commencé à parler de ce travail qui a à voir avec la table ronde que nous allons avoir aujourd'hui. Et je ferai le monitoring. Je vais présenter donc les panélistes et puis nous aurons la possibilité de discuter avec tous. Docteur Kanka, elle a écrit plusieurs articles sur la construction de paix, sur la politique de l'eau et d'autres thèmes importants de gouvernance environnementale. Si nous avons le directeur d'un programme à l'Université d'Ohio et qui continue à être conseiller de ce programme. Il est co-auteur de certains rapports sur construction de paix environnementale que nous appellerons CPA et aussi des articles sur la sécurité environnementale. Présentateur de l'école d'études de la recherche. Aussi, plusieurs publications. Acha a aussi été co-auteur de plusieurs livres, de plusieurs livres à différents auteurs. Nous avons aussi un pratiquant de l'Université Waterloo et aussi avant, l'avait aussi au Centre africain pour la sécurité. Ceci inclut des thèmes de CPA. Nous avons Stacy Van Devere, professeur à l'Université de Massachusetts. De 2013 à 2017, il a écrit une partie d'un article de politique et d'environnement. Il a reçu des prix. Il a contribué à la conception de politique ou design de consommation sur la consommation et autre chose. Erika sera ici un peu plus tard. Elle est professeure à l'Université de Duke. Elle est en classe en ce moment. Elle a aussi été auteur et co-auteur de plusieurs documents de conservation environnementale, politique en Asie centrale, l'eau dans le contexte du post-conflit 2017. Elle a reçu un prix de reconnaissance et elle fait partie de l'association CPA. Et c'est donc depuis, ça fait 20 ans que nous parlions sur les contributions. Il a écrit un des premiers documents qui ont à voir avec la coopération à travers les lunettes de la construction de paix, donc comment les ressources naturelles et les manque de ressources naturelles peuvent nous mener au conflit et à la publication. Je pense qu'il a gagné beaucoup de terrain sur la pratique et la politique. Il y a un grand rang d'études de cas pour des politiques pour la construction de paix environnementale. Et il y a encore de l'espace pour s'étaler davantage. Et nous allons donc passer à la discussion. On va commencer avec une ronde très rapide. Et je vais passer sur le panel. Je vais tout simplement montrer du doigt qui va commencer. Ken, qu'est-ce qui n'a pas changé pendant les dernières 20 ans? Quelles seraient les questions, les thèmes qui seraient encore importants, de même qu'ils étaient il y a 20 ans? Merci, merci Lorraine. C'est un moment très important pour être tous ensemble. Je vais être très bref. Je crois que la narrative dans ce domaine est encore dominée comme avant sur l'idée de gérer le conflit avec le changement climatique et les ressources naturelles. Donc, il y a eu une ironie car il fallait il fallait souligner toutes les actions de coopération. Et je pense que le changement climatique en particulier et la façon dont nous le concevons
vient renforcer ceci et renforce l'importance de ce thème. C'est une politique qui s'applique encore. Il y a une période, nous avons commencé à parler de ce thème il y a 25 ans. Quelque chose qui n'a pas changé, c'est que ceci a toujours eu un endroit obscur. Il y a le côté obscur de la paix environnementale. Il y a des points aveugles du genre et d'autres thèmes que nous avions considérés, des thèmes qui disent beaucoup. Et ceci a été important toujours, et des choses que nous pourrons remarquer sur la nous pouvons voir la partie environnementale comme l'exploitation des ressources naturelles et s'il n'y a pas une résiliation de l'application lorsque nous commençons le projet en ce qui concernait les parcs de paix, les problèmes transfrontières, il y avait un côté activiste, mais c'était de la conservation. Donc, le côté obscur a toujours été présent et ce camp on a eu plusieurs personnes et des communautés dans la pratique. Les chercheurs essayent d'être à jour avec toutes les connaissances qui apparaissent. C'est donc quelque chose de très utile. Le terrain et c'est quelque chose qui me passionne et surtout le document blanc a une rigueur conceptuelle et il faut faire vraiment très attention de toutes ces formes qu'il y a de créer des connaissances. Merci Ken. Mary Kate, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Larry. Peut-être il y aura un peu de bruit où je me trouve. Maintenant, je suis un peu plus optimiste qu'avant. Du point de vue global, et je viens de la pratique parce qu'il faut un changement stratégique, le changement climatique, il faut construire la confiance, construire la paix. Mais je ne pense pas que la gouvernance est améliorée. Et ça dépend dans quelle région on se trouve. Il y a plus de possibilités de collaboration. Donc, je pense que c'est un point de vue global. On peut changer les questions et la façon dont nous abordons la pratique. Si on est un chercheur ou un développeur de politique ou bien si on est en train d'essayer de résoudre un problème. Beaucoup a changé depuis 20 ans, depuis la publication du livre. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pris pendant 20 ans, j'ai fait des formations de formateurs pour travailler sur la résolution de conflits en temps réel, au Trinidad et Tobago, par exemple. Et si on parle de construction de paix, j'ai commencé à donner la bienvenue à ces personnes dont le travail j'appréciais pas auparavant et je ne veux pas que ce soit une offense pour mes collègues parce que le groupe n'était pas tellement intéressant. Ils m'ont abordé et puis ils m'ont regardé comme si j'étais vraiment trop réaliste, mais la façon dont nous travaillons dans la pratique, la résolution de conflits, de construire la confiance, je vois tout simplement que ces espaces se ferment et nos ressources sont aussi des choses des États. Il y a beaucoup de choses ici que nous ignorons et je pense que nous devons reconfigurer l'approche que nous avons de la construction de la paix sous la lumière de ce manque de volonté des États de s'éloigner de la gestion étatique traditionnelle. Merci, Larry. Jeff,
quelles seraient les 3 choses que tu penses qui seraient les plus importantes comparées avec 20 ans auparavant? Merci, Geoff. C'est merveilleux de pouvoir se rencontrer et discuter de ces thèmes. Je pense que le thème serait un domaine qui est encore un défi. C'est ce que nous avons fait face à ce moment-là, il y a 20 ans et maintenant. Et c'est d'impliquer les personnes dans cette attente peu réaliste. Alors, dites-nous qu'est-ce qui fonctionne. Et puis, nous venons comme chercheurs, nous allons vous le dire. Oui, bien sûr, on va partager avec vous, mais je ne sais pas les autres, mais c'est très différent d'être proactif et de répondre et de dire de façon ouverte quel est le cas où nous nous trouvons. Comme le livre le ferait sur les conflits transfrontières en raison de l'eau. Et il faut essayer de dire ce qui fonctionne pour qu'ils puissent le répliquer ailleurs. Sur la ligne de temps, nous pouvons voir, oui, on pouvait le faire, et le projet a seulement des fonds qui ne sont pas suffisants, et on le cite sur le territoire, et on sait ceux qui seront les leaders du projet, avoir imposé des idées. Il faut aussi définir qu'est-ce que le succès, comme ça, si on va résoudre le conflit ou pas. C'est le point de Ken, comment se relationne le point du conflit. Et il faut trouver des formes, comment on peut définir le succès. Quelle serait une situation de succès? Il y a plusieurs éléments du processus, comme la construction de la confiance, et voir aussi si c'est réaliste ou pas, et ceci serait une composante politique. Il faut voir pour la construction de la paix environnementale. Il est important de voir ce que les professionnels font et les pratiquants aussi. Et ils sont peut-être un peu plus sceptiques et ils présentent opposition à la présence de conflits ou essayer de coopérer dans la résolution de conflits, et peut-être qu'ils se focalisent surtout sur la reconstruction de la confiance. Et en soulignant le point de Ken, il faut avoir dans le centre de la discussion la gestion des ressources naturelles, le voir comme un objectif. Mais il nous manque encore, il nous faut comprendre et profiter des opportunités qui seraient peut-être un peu plus simples et auxquelles nous pourrions suivre dans cet espace de CPA pour pouvoir construire la confiance et surtout qui est une partie importante dans notre relation et l'environnement comme le moteur de toutes les actions. Et nous avons fait quelque chose aujourd'hui dans le processus et je vois des personnes qui font vraiment des contributions et qui nous accompagnent aujourd'hui. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est un nombre peu de nombres qui ont commencé, mais le nombre des personnes qui participent augmente de plus en plus. Il y a plusieurs personnes intéressées sur le sujet. Mais je voudrais dire que, comme je le vois, je crois qu'il y a eu la même idée qui a été dès le début. Ken le disait sur les changements climatiques. Et on le lit toujours avec les changements climatiques dans différents contextes, mais c'est le même thème qui a commencé à la fin des années 80, au début des années 90. Donc, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de développement à ces propos sur ce que nous avons réussi pour aborder les problèmes.
les problèmes conceptuels, des défis centraux et des types de politiques qui a été conçus. Donc, il y a eu quand même des développements, mais il n'y a pas eu de choses nouvelles, au moins dans les derniers 20 ans. Il y a une partie conceptuelle qui m'inquiète un peu et je me demande qu'est-ce qui se passe quand on passe du conflit à la coopération, à la construction de paix et la coopération. Donc, je crois que l'approche doit être sur la construction de paix environnementale. Et ce mouvement où les environnements fait face à différents défis. Et donc, après, on pourra aborder la définition. Et donc, quand on aborde la construction des paix, ça fait que les personnes ont des sentiments divers parce que ça vient de différentes disciplines, de différentes idées, et ça a besoin d'une simplification pour savoir ce que ça signifie. Donc, je crois qu'il y a encore des difficultés à définir et rentrer dans la construction des paix environnementales. Et ça, il faudra savoir où se trouvent les changements. Et au niveau des conceptions des politiques, ça peut être un guide, c'est-à-dire c'est pas que ça soit mauvais, non, c'est bien, j'ai pas de problème là-dessus, mais ce que je dis, c'est que je pense que ce type de coexistence, cohabitation, coopération entre les deux domaines va en direction correcte ou pas. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que je pense que il est très important d'avoir un certain type d'évidence pour vraiment supporter cette discussion théorique et nos arguments que nous avons sur les livres de construction de paix, où nous avons des cas spécifiques, un nombre identifié. Mais je pense que c'est un nombre plutôt bas. Et c'est là où l'on ne peut pas terminer et de définir ça. Donc, la raison pour laquelle je mentionne tout ça, c'est parce que ne pas les faire, on maintient les politiciens un peu éloignés. Notre approche, c'était la politique. Il faut rappeler que la construction de paix sera toujours dans un contexte politique. Et il faut se demander si, effectivement, on tient compte du côté politique, parce que sans eux, c'est difficile d'avancer. Parce que les personnes qui font de la politique ne veulent pas avancer dans ce sens-là. Et donc, c'est un grand défi qui ne va pas s'encadrer dans nos idées. Donc, ce qui devrait être, c'est qu'on pourrait faire. Il y a une grande différence. Si on n'engage pas la politique dans cette discussion, dans ce dialogue, peut-être on ne pourrait pas surmonter ces défis, mais de toute manière, je suis ravie de voir autant d'intérêt, de voir les progrès, l'énergie qu'il y a autour de ces sujets, et nous avons un grand, grand chemin à parcourir. Oui, j'ai modéré un autre panel. Et je crois que ce thème revient beaucoup plus, beaucoup, et ce sont les défis politiques. Si on prend si on prend pas ce contexte, si on tient pas ce contexte en compte, on ne pourra pas avancer. Donc, Stacy, quelles sont les choses les plus importantes en construction de paix? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier Jeffrey de l'organisation de cet événement et pour ses 20 ans de leadership. Et toujours essayant de connecter cet agenda avec la pratique. Ça a été très, très pratique, évidemment. Les 3 points, très rapidement, ça serait... Et ça pourrait paraître évident, mais on devrait l'aborder. C'est la construction de paix et la gouvernance plus efficace.
ce sont de priorités très basses pour les chercheurs et dans la pratique, plus que sur l'agenda traditionnel de sécurité. Donc, ce qu'on appelle l'agenda de sécurité a déplacé l'ancien agenda et nous, les périphéries nous fait des appels parce que qui n'a pas l'agenda qui n'a pas beaucoup changé. Dans ma région politique, il y a des nouvelles du Nord-Ouest à plusieurs niveaux et je crois qu'on peut voir ça comme un exemple. L'autre point, et je suis d'accord avec Ken sur la critique qu'il a montré, je crois que aussi c'est clair que la construction de paix et quelques idées de cette construction de paix environnementale se sont assurées dans les derniers 20 ans et dans l'académie et dans la partie de recherche parce que la conservation, le partage de l'eau, c'est pas sûr que ça fait 20 ans. Donc, je crois qu'il faut penser à quelle est la relation avec notre agenda de recherche et la pratique réelle. En deuxième lieu, et très rapidement, c'est que ça nous a pris 20 ans aux organisations mondiales de cas d'études, d'exemples précis, pratiques. Et je crois que les défis restent invariables. Comment les organisations internationales comme USAID et d'autres, comment elles ont réussi à se connecter beaucoup plus avec les communautés sur le terrain où l'on développe des projets. Ça n'a pas beaucoup changé dans les derniers 20 ans. Les défis continuent à être un peu les mêmes. Et en troisième lieu, moi, je crois que le cas des politiques sur lesquelles j'ai écrit, eh ben, évidemment, il y a des choses qui n'ont pas changé. C'est que la majorité des régions n'ont pas, on n'a pas implémenté d'autres dynamiques. Par exemple, en Russie, en Biélorussie, on peut diviser l'Ukraine par la moitié dans les prochains mois. Et je crois que ça peut illustrer que ces dynamiques ne sont pas encore surmontées et ne sont pas encore déterminées. On n'a pas pu définir quelles sont les notions de politique et de sécurité sur lesquelles on a parlé, on a discuté dans les derniers 20 ans. Donc, je ne sais pas qui est aujourd'hui dans la même discussion. Il y a beaucoup de questions là. Et donc, je vais faire un nouveau tour des questions et penser ce qui est différent, ce qui a changé, ce qui a évolué dans les derniers 20 ans. Et donc, on pourrait penser à 2 ou 3 points que vous voudrez souligner et je voudrais demander aux autres de partager vos questions, vos commentaires sur le chat, de lever la main, activer votre micro pour les questions, commentaires que vous avez. Ken, on commence avec toi. Oui, évidemment, ce qui a changé, c'est qu'il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui viennent à ces types de conférences, des chercheurs, des académiques, des stagiaires, des professionnels, etc. Avant, c'était quelque chose de petit. Et moi, je vais clarifier quelque chose. Je ne dirais pas que les livres soient la raison pour la croissance de ces domaines. Personne ne le dirait. Mais ce qu'on peut faire, c'est comment ça a été à l'époque quand nous faisions partie de ce petit groupe. Et donc, tout le monde pensait que nous étions fous. Mais il y a eu une augmentation, il y a eu une diversification et c'est au moins le début de la diversification. Et on donne la bienvenue parce qu'il faut motiver, encourager et ça. Et donc, la narrative à laquelle on répondait, c'était en Amérique du Nord et en Europe, c'était une stratégie spécifique par rapport au manque qui crée des difficultés. Les difficultés créent des conflits.
Et donc, il faut dire oui, doit y avoir une manière, mais ce n'est pas la seule manière. Donc, on a répondu avec une narrative d'alternative pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, je crois qu'il y a eu quand même des progrès. Et il y a une autre chose qui a changé, évidemment, c'est le changement climatique en soi-même. C'est surprenant les points dans lesquels nous sommes encore et comment ça a dominé notre travail, et les recherches, etc. Je peux vous dire que ça fait 20 ans que c'était très, très différent. Et nous sommes là sur la table, mais avant, il y a eu des changements, l'accès aux personnes, au terrain communautaire, la conservation de la biodiversité, les zones protégées, les zones marines, le développement de champs de pétrole. Et ça montre la manière dont les changements climatiques. Et donc, il y a des tensions entre les personnes qui sont amenées dans d'autres domaines. Et une autre chose qui a changé, c'est l'approche de l'échelle. Et donc, je vois qu'il y a deux sens. On mettait l'accent sur des problèmes régionaux, sur les bassins des rivières et des frontières et des systèmes de conservation. Et ce qui s'est passé, c'est que on essayait de voir à l'échelle et voir de quelle manière on pourrait considérer cette problématique. Mais dans les dernières années, dans le travail de construction de paix environnementale en 2010, il y a eu l'intérêt de commencer des programmes dans ce sens-là et les plus grands intérêts et des organisations intergouvernementales à attirer l'attention de beaucoup d'académiques et de chercheurs pour continuer sur cette ligne. Et les fonds aussi nous aident beaucoup et disons que nous pouvons travailler sur des approches plus petites de diversité, de penser sur le futur, etc. Et donc, il y a quelque chose un peu bizarre quand même. Et c'est qu'il y a des changements théoriques et des fois, ça ne fonctionne pas. Et ça nous surprend que hier, dans une conférence hier, toutes les personnes de politique demandaient que la communauté revienne sur l'échelle. Et donc, parce que d'une certaine manière, on a marginalisé le travail au niveau et on l'a fait au niveau très local, très petit. Les personnes se trouvent où il y a un écosystème. Mais hier, le défi d'hier, dans la conversation, de point de vue de politiciens, des ambassadeurs, et je crois que ça peut se joindre à la narrative de quelques pays sur la sécurité, c'est de retourner sur les thèmes de l'échelle, essayer de nous engager à une échelle plus grande. Donc, il faut penser, analyser pourquoi on travaille sur l'échelle qu'on travaille et où est-ce que la communauté a un centre de gravité, où est-ce que la communauté n'a pas ce centre pour pouvoir avancer dans cette échelle et répondre à ces défis. Merci, Can. Laurie? Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit ici. Ok, je vais y aller comme ça. Donc, je vais élaborer sur ce que Ken vient de dire, sur l'échelle, parce que je crois que il y a un optimisme sur la gouvernance mondiale et la régionalisation. Et évidemment, il y a eu des pas en arrière dans les deux domaines. Et donc, il n'y a pas l'activité qu'on aimerait ou qu'on espérait voir. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont là présents et donc il faut penser plus sur l'implémentation et l'adéquation en deuxième lieu des cadres conceptuels, quelles sont les manières adéquates d'intervenir si on voit comme un collectif et on l'aborde de différents angles. Et donc, on essaie d'avancer, mais c'est une manière
n'ont pas été les meilleurs pour d'autres, donc pour d'autres disciplines. Mais il faut penser maintenant qui a la connaissance et la décolonisation de la connaissance va venir ici et c'est fondamental, c'est important. Et il faut savoir comment on fait que ça puisse être ensemble. Et un troisième lieu, c'est la capacité d'appliquer le potentiel d'impact qui est astronomique, qui a augmenté astronomiquement. Et donc, la difficulté d'être dans les chambres des personnes. Nous sommes une chambre écologique, mais on peut être perdu dans cette cacophonie des voix et des personnes. On ne vient pas ici pour nous réunir et après retourner faire notre recherche sur notre terrain, mais tout nous aborde tout le temps. Et donc, comment on fait qu'il y ait un sens, que tout ce qu'on fait ait un sens? Donc, ce qui a été clair hier, basé sur le livre, le brouillon qu'on a fait, et les livres, la transmission du Canada est liée avec le changement climatique et donc la capacité pour ceux qui sont intéressés à trouver un sens à toutes ces choses et donc donner une direction aux forces de manière productive. Il y a une possibilité là. Avec l'objectif mis sur la nature pour qu'on puisse arriver à des espaces et présenter des arguments que peut-être on ne pouvait pas présenter avant et avec des personnes qu'on ne savait même pas qu'ils étaient là ou qu'ils s'y intéressaient. Donc, ce sont des changements et des défis fondamentaux sur comment on fait le travail et comment on conçoit les choses aujourd'hui. Merci Larry. Erika, contente de t'avoir ici. Nous avons vu que notre centre de gravité a changé avec le CPA. Et pour voir les thèmes aujourd'hui, je crois que c'est Geoff, c'est à toi. Maintenant, merci Lauren. Je vais élaborer un peu sur ce que les deux panélistes précédents ont dit. Je vois que nous avons des défis et je suis d'accord avec Ken sur cette façon dominante des discussions car nous avons vraiment le potentiel, si nous l'appelons un pas, avec le potentiel de conflit aussi de coopération. Et nous espérons voir comment nous répondons au changement climatique. Je pense qu'encore pour certains, CPA est inséparable et que ça aurait une même origine, mais il y a des facteurs qui sont sur la table et qui ont une place dominante. Et comment ils conduisent, c'est la mitigation et l'adaptation et tout ce qui a à voir avec la paix et la construction de paix dans les conflits. Et il faut traiter des thèmes sensibles au post-conflit, la mitigation des endroits dans des endroits où il y avait un conflit et beaucoup le voient, ces thèmes qui reviennent et puis ne nous donnez pas des considérations additionnelles, nous ne voulons pas cela. Ceci est le travail de quelqu'un d'autre. Une certaine des choses qui nous animent dans cette conférence, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent, et des personnes qui, c'est surtout les connexions que nous parvenons à avoir. Ce n'est pas seulement d'être là, mais d'une certaine façon, nous avons un monde additionnel dans lequel nous pouvons regarder, analyser la CPA et voir les approches et les outils et essayer des bonnes choses ou des choses tout simplement.
avec une nouvelle dynamique, les nouveaux biocombustibles, etc., qui vont imposer une nouvelle dynamique. Et comme Ken le disait dans ce thème, en regardant il y a 20 ans, dans 20 ans, je crois que peu d'entre nous seront là, mais nous voyons beaucoup de personnes qui travaillent et des constituants qui travaillent, mais qui est des choses qui ne sont pas toujours faites avec une volonté de conservation. Merci, Geoff. Asha, moi, je voudrais parler de changement climatique. Il semblerait que nous espérons que les dernières 20 années, notre croissance a eu une progression normale et de façon normale, graduellement. Mais je pense que nous avons vu qu'il y a eu un intérêt initial sur ces thèmes environnementaux à la fin des années 90. Pour avoir des fonds pour les personnes qui s'intéressaient à ces sujets. Mais le changement climatique a augmenté ceci. Pour pouvoir focaliser sur cette recherche, il faut plus d'argent et aussi de l'acceptation dans le sens que nous sommes en train de tourner vers ce qui était notre insécurité. Maintenant, nous avons des ambientalistes et nous savons que c'est un thème sûr. Et ceci nous amène à une façon très différente de voir les choses, plus d'acceptation. Je me souviens quand dans les années 90, on commençait à parler des thèmes de l'eau, des conflits de l'eau en général. C'était comme si vraiment, moi, je fais quelque chose de sérieux. Il fallait convaincre les autres que c'était sérieux lorsqu'on disait lorsqu'on disait à ce moment-là qu'on travaillait dans les problèmes de la sécurité de l'eau. Je crois que nous avons avancé, mais depuis ce moment, comment nous avons regardé le sujet à niveau international, mais aussi à niveau national, dans un autre sens, mais le changement climatique, ils sont parfois, il y a des approches sur des points plus concrets, les distances, par exemple, des choses que nous n'aimons pas, quelque chose qui nous donne un peu de joie. Dans la coopération, je pense qu'il y a plus de problèmes qui sont traités en ce moment. Dans la partie internationale, il y a eu des progrès, bien entendu. Il y a des débats plus riches et ceci non seulement sur la surface. Et nous sommes parvenus à faire quelques changements et qui continuent, même s'ils continuent à être des thèmes de discussion. Et je voudrais souligner quelque chose maintenant. Il faudrait croire que c'est sûr que ce progrès sur le champ va se maintenir avec cette croissance. Il se peut que ce que nous avons vu, cette manque d'intérêt pendant tellement d'années, et là, face à ce changement climatique, la brèche devient bien beaucoup plus grande. Et pour garantir qu'on continue à faire attention, c'est ça qui est important. Il y a eu une acceptation graduelle sur la communauté internationale et en général. Et ceci à voir avec tous. Les travaux, il faut chercher les ressources. Peut-être pas moi, je suis déjà trop vieux pour ça, mais pour les jeunes qui suivent et qui doivent essayer de trouver la façon de faire face aux défis.
Bon, peut-être que tout ne sera pas reçu dans les années à venir. Cette idée que les champs appartiennent à tous et à personne en même temps, c'est quelque chose de différent. On peut essayer de ne pas être d'accord toujours. Il faut être plus enthousiaste sur la prolifération en échelle des normes disciplinaires qui ont proliféré pendant ces années. Et ça, je le vois, à différence des autres qui ont fait des commentaires. Je crois que nous devons parler d'échelle et il faudrait penser peut-être que nous avons besoin d'une agence tout à fait différente qui traite surtout les points importants pour les personnes qui font les politiques. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, l'organisation de cette conférence, on voit des thèmes très importants comme serait le genre. Avant, on parlait de genre toujours, mais pas à la même échelle. Alors, nous sommes dans un monde où il y a des questions idéales de décolonisation, post-colonisation, et ce n'est pas différent de notre ordre du jour il y a 20 ans. Nous sommes en train de préparer des programmes pour la réglementation des foncières. La forme a changé. Nous essayons d'apprendre les leçons que nous avons apprises et à qui nous devons parler, aux pratiquants sur les différents domaines. Je pense aussi que c'est vraiment étonnant qu'il y ait tellement de routes vers le même point pour améliorer de façon simultanée la gouvernance et construire la paix. Mais on peut prendre différentes routes, la prolifération des normes et l'État qui est à la base. Ceci ne signifie pas que l'agenda de recherche n'est pas communiqué. Donc, cette partie pourrait être améliorée. À nouveau, c'est quelque chose de positif d'identifier qui sont nos interlocuteurs. Merci Stacy. Erika, maintenant à toi. Oui, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Peut-être tu n'as pas été sûr pendant la première ronde. Maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qui a changé ces dernières 20 ans? Quelles sont les approches, les défis, les domaines de priorité, etc. Très bien, je vais commencer pour m'excuser de vous avoir d'avoir rentré un peu tard à la réunion. J'étais en classe dans un autre bâtiment. Donc, je vais commencer par ce qui a changé. Moi, j'ai changé, je me vois sur l'écran et j'ai changé. C'est évident en tout cas. C'est un contexte bien plus divers. Et nous donnons la bienvenue à ça. Et ceci reflète les thèmes que nous sommes en train d'étudier. Peut-être nous avons déjà discuté ça. Personne ne s'attendait à tout ce type de thème. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Climat, genre, différents niveaux d'échelonnement. Et je suis d'accord avec ce que j'ai entendu sur le fait qu'il y a beaucoup d'approches internationales. Le chapitre que j'ai écrit, c'était sur l'eau internationale. Et ceci avait à voir à regarder le rôle des organisations internationales comme la Banque mondiale ou l'ONU, l'USAID, et d'avoir un regard sur ceux qui ont confiance sur le système de l'eau. Qu'est-ce qu'ils attendent au partage de l'eau? Et il y a un changement, une variation de ce que signifie CPA, de ce que signifie pour les personnes, pour les communautés. J'ai entendu la discussion de ressources renouvelables
pour des formes d'extraction des sources renouvelables, et nous avons besoin que les pays et les communautés soient les conducteurs de ce que signifie qu'une extraction soit pour le bénéfice du globe et qui puisse avoir des conséquences négatives à niveau local. Nous avons aussi changé sur le fait que les défenseurs environnementaux travaillent plus fort. Ils travaillent sur le terrain, en tout cas dans les années 90. Quand j'étais en Asie centrale, on n'utilise pas le même langage pour identifier les ONG ou la société civile, mais beaucoup d'entre eux sont encore actifs. Et des décennies après ça, elles sont encore actifs. Et je pense qu'en tant que travail sur le terrain, il faut écouter davantage et travailler avec des associations, avec beaucoup de ces activistes environnementaux et des défendeurs de l'environnement. Et ceci a augmenté, ceci a été reconnu, ceci a provoqué qu'il y ait de nouvelles recherches et ceci a permis qu'il y ait plus d'implication, de recherche, d'associations, de collaboration avec des communautés qui, en tout cas pour moi, en Asie centrale, où j'ai été pendant plusieurs années, m'intéressent beaucoup et on continue à travailler ensemble avec eux. Et ceci a fait que beaucoup de projets ont été développés et pour des personnes, et on les a développés avec les personnes sur le terrain au lieu de suivre les instructions de nos instructions ou du système international. Très bien. Je vais donc poser une paire de questions que je vois sur la boîte de commentaires, sur le chat, mais j'encourage les participants à lever la main pour partager leurs commentaires ou poser des questions. C'est surtout on voudrait que ceci soit une conversation plutôt qu'une présentation. L'échelle, pour moi, ça a quelque chose à voir de connecter ces échelles. Il faut qu'il y ait les connaissances sur les communautés focales et locales du haut en bas. Et ceci aurait besoin d'une grande quantité de changements, comment les décisions sont prises dans les processus. Alors, Mackenzie et John demandent sur la boîte à commentaires, quelle serait l'audience objective, la cible? Par exemple, les défendeurs environnementaux. Qu'est-ce que ça veut dire d'escalader, d'aller en haut? Qu'est-ce que ça veut dire dans la construction de paix environnementale? Et une autre question, ce serait de Eric. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom d'Avimvok. Et dans la pratique, comment ceci a été inclus dans les différentes recherches? Est-ce qu'il y a des recherches à ce sujet? Nous allons donc prendre ces deux questions. Je pense que c'est une table ronde si vous voulez participer, si vous voulez contribuer ou tout simplement ajouter quelque chose. Et on va commencer donc par les panélistes. Je vais donc essayer de répondre. Le thème de l'échelle. Je suis d'accord avec Stacy. Plus de ce que Stan est en accord avec moi, qui d'habitude est comme ça. Nous devons penser à la nature de la réponse. Nous ne pouvons pas seulement réfléchir et continuer avec la même échelle, parce que je pense que ça fait partie du problème. L'argent, les opportunités, d'où elles vont, etc. Alors, c'est quelque chose de nouveau et il faut essayer de le légitimer et de l'établir pour qu'il y ait une participation
Alors, Mackenzie a raison. Je pense qu'il y a des narratifs qui n'étaient pas disponibles il y a 25 ans. Je pense que le mouvement de justice environnementale est une variable bien plus forte que les mouvements de justice environnementale qu'on avait à ce moment-là. Il faut donc échelonner les choses et ce n'est pas seulement donner un saut en avant et avoir accès à un parti ou à une partie prenante. C'est vraiment un défi pour le terrain, mais c'est plutôt l'opportunité d'escalader un peu plus. Je veux dire que je suis d'accord et j'ai mis la réponse sur le chat. Je pense que souvent, quand nous parlons de politique, nous avons une position privilégiée. Ce n'est pas le cas des communautés. C'est une des choses qui nous amène à ce type de recherche. Et c'est voir le côté négatif localisé de l'adaptation, surtout à niveau local. Et c'est surtout sur la forme. Nous allons travailler avec des communautés sur la partie nord du Canada et nous faisons la même chose en même temps. Est-ce que nous essayons de noter pour les personnes, pour ceux qui auraient les ressources pour savoir qui a un impact et pour les intérêts des personnes qui n'ont pas une voix, qui ne sont pas autonomisées. Et il faudrait peut-être l'amener à une échelle ici en haut, mais il faut bouger les choses. Et je pense que nous sommes tous d'accord avec ça dans le panel. Nous avons le privilège de bouger. Nous pouvons aller d'un côté à l'autre. Nous pouvons passer du local au global. Nous pouvons passer dans ces conduits. Et que d'autres façons, on ne pourrait pas le faire. Alors, il ne s'agit pas seulement de l'échelle toute seule, mais des alliés et comment nous pouvons chercher ces alliés, des personnes avec lesquelles on peut travailler pour avoir un changement. C'est latéral et ça peut aller dans toutes les directions. Merci, Larry. J'ai fait une étude sur comment la proposition environnementale contribuait à l'établissement de politique ou la conception de politique. Mais il faut voir que c'est l'échelle, celle dont nous parlons maintenant, n'était pas lorsque nous avons commencé le travail. C'était bien plus localisé, basé sur une région avec beaucoup de changements, avec les changements climatiques. Et ceci a évolué vraiment. La conception de politique, que ce type de mouvements globaux, locaux, régionaux, ils ont tous présentent des défis, à moins que nous passions à l'intervention précédente sur les politiques. Et c'est là où nous avons besoin vraiment de comprendre très bien la politique au lieu de créer une formule globale qui aurait vraiment un type similaire d'impact dans toutes les régions. Et ceci continue à changer, ceci continue à évoluer et c'est vraiment ce que nous pouvons voir que la politique est quelque chose de très important. C'est un point important. Est-ce que vous avez des suggestions sur comment considérer le contexte politique d'une meilleure manière, répondre?
Si j'avais une réponse, je n'essaierais pas si je ferais quelque chose d'autre. Mais je crois que laissez-moi m'expliquer. En 2003 ou 2004, l'association, une organisation à Marseille, a fait de l'eau, a fait une réunion pour faire des politiques pour les traitements de l'eau. Et ça n'a pas passé. Donc, il y a de l'opposition, il y a des obstacles. Et pour amener les politiciens à n'importe quel sujet de ce type. Donc, je crois que ça change de manière progressive et où on voit où est-ce qu'on peut influencer, que ça vient de haut vers les bas, mais je crois que il faut que ça soit un processus constant pour casser en quelque sorte cette barrière et voir les différentes disciplines et non pas le voir dans une manière qui soit unique. C'est très important ce qu'on fait. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Et je dis aux États-Unis parce que beaucoup de gens le comprennent, mais ça arrive partout. Donc, la politique climatique ne peut pas avoir un impact si les politiciens ne tiennent pas compte de ces sujets. Alors, tu voudrais faire une question? Oui. Je travaille avec les mécanismes environnementaux, avec d'autres entités. Et je veux remercier pour cette analyse de ces tendances, de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. C'est fascinant et c'est très, très intéressant. Et quand on parle sur l'influence des personnes qui font de la politique et des politiciens, d'où je viens, et j'ai suivi les dialogues de l'ONU depuis longtemps et comment ça évolue, surtout en ce qui concerne la sécurité et la partie technologique. Je pense que nous sommes dans des structures un peu statiques et divisées par des secteurs. Un des défis traditionnels, c'est essayer d'implémenter cette analyse et voir qui doit incorporer ces formes d'analyser, de voir les mondes. Et en quelque sorte, la communauté doit réagir. Je suis d'accord que la sécurité avec des armes va toujours écraser les fleurs. Donc, il y a une coexistence, une cohabitation des deux et on considère quelques thèmes de manière réaliste. Mais la question, c'est alors, au contraire, si la communauté environnementale analyse la sensibilité du conflit aussi, mais je crois que toutes ces histoires sur le climat sont bien avec les fonds et pour atténuer ces problèmes et par exemple dans les lieux vulnérables, on a vraiment besoin de ce type d'outils. Et donc, ce que beaucoup d'auteurs ont dit, ça fait longtemps, comment on va mobiliser tout ça dans ce type de conditions et ceux qui sont experts en thèmes environnementaux, de quelle manière on pourrait appliquer ce type de politique. Moi, je crois que c'est difficile même de poser une question, mais comment vous voyez ces différences d'audience depuis votre perspective? Est-ce qu'on fait la science? Est-ce que les gens les prennent comme propres? Ou est-ce qu'ils voient ces changements intéressants? Qui est l'audience? Donc, j'ai eu le privilège de travailler avec plusieurs personnes qui sont aussi sur les panels. C'est un plaisir d'avoir cette conversation avec vous ici en live. Merci.
Merci, Mathie. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je voudrais savoir qu'est-ce que le public, l'audience a à dire, parce que ceux qui peuvent faire, rien faire, vont donner des cours, et ceux qui ne peuvent pas donner des cours vont faire des pratiques. Et moi, je vous dis que mon but principal, c'est de construire des opportunités pour la génération suivante d'activistes, des académiciens, des personnes qui font de la politique, de manière à ce qu'ils peuvent, de manière à ce qu'ils puissent s'engager avec ce que Mathie vient de nous expliquer. Donc, j'aimerais bien connaître l'opinion des personnes qui sont ici présentes, ce que vous en pensez. Vous pouvez lever la main, vous pouvez participer. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Anders. C'est un panel très, très intéressant. Merci beaucoup. Et c'est bien de voir tous ces visages et entendre vos réflexions. J'ai plusieurs points ici. Je travaille pour la Banque mondiale comme point focal et ça m'inspire et j'ai travaillé sur ces sujets et d'autres sur la construction des paix environnementales. Moi, je suis peut-être le plus ancien, le plus âgé. Et je suis professionnelle en sciences politiques. Et moi, je suis là et j'essaie de lever la voix parce que je crois qu'il y a de plus en plus de connaissances. Et peut-être on ne sera pas tous d'accord, mais il y a le but, le besoin de comprendre l'économie politique qui se focalise. Et donc, la Banque, par exemple, se focalise sur travailler avec la pauvreté, mais ça ne signifie pas qu'on doit se mêler de la politique. Mais si on ne comprend pas la politique, on ne peut pas faire notre travail d'une bonne manière. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a amélioré. On doit être connecté et savoir sur ce que Mathie disait, donc travailler sur le climat. Je n'ai pas vu les données, mais nous, depuis la Banque mondiale, on pourrait affirmer ça, qu'il y a eu quand même une augmentation. Beaucoup d'entre vous ont parlé des organisations internationales, comment on peut le faire de meilleure manière, reconnaissant qu'il n'est pas notre rôle principal, les aspects de sécurité des politiques, mais mettre l'accent sur le développement. Évidemment, on reconnaît et on sait qu'il y a il faut travailler de manière bilatérale pour que ce processus progresse. Mais ça m'intéressait d'entendre de votre expertise quel serait donc le conseil ce que la Banque mondiale a bien fait, ce que la Banque mondiale n'a pas bien fait. Donc, c'est une question pour vous tous. Et vraiment, c'est un panel fascinant. Merci beaucoup. Merci, Anders. Oui, moi, je peux contribuer à ça. C'est parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'activités sur le Tchad et ça est lié à la gouvernance et à la Banque mondiale parce que souvent, on voit que ce thème de construction de paix et de bonne gouvernance, la relation entre ce que nous travaillons, nous avons quand même eu cette manière de gouvernance internationale. J'ai appris quelque chose faisant partie de cette communauté des pratiques, et c'est qu'on peut créer, au moins dans mon travail, on peut créer des mécanismes pour gérer, par exemple, un bassin d'une rivière pour atténuer les conflits, mais ça peut conduire aussi à la destruction de l'environnement. Donc, il faut penser vraiment la conception des institutions parce que ça va servir pour des différents propos et des différents moments pour des différentes personnes. Il y a des asymétries, ça dépend où que l'on soit. Donc,
on va se focaliser sur la résolution des conflits, mais il faut voir s'il y a des moyens pour l'écosystème, pour les personnes. Donc, si j'élabore sur ces discussions de l'échelle et la gouvernance, et beaucoup de ça va revenir sur la pluralité qui est dehors, les structures, les propriétés, les formes des systèmes légaux, la notion de pluralisme. Mais au niveau global, on peut voir que c'est pas la même chose. On voit des différentes structures dans des organisations internationales qui peuvent comparer des états et des situations. Et dans les états et les situations, et on ne reconnaît pas cette variation en propriété et des structures et des différents mécanismes de participation, de systèmes de gouvernance et comment ça se met ensemble et on peut avoir des systèmes de l'égalité, de l'égalisme pluriel. Donc, dans le champ de construction de paix environnementale, on essaie de gérer des systèmes de ressources naturelles pour prévenir des conflits, soutenir la paix et qu'on puisse assurer d'autres sujets liés à la justice, à des solutions justes pour les communautés qui permettent que les différentes voix soient écoutées comme différents partis ou structures. Donc, on va ajouter plus de vision au système et au traitement des ressources. Merci beaucoup, Erika. Moi, est-ce que je peux? Oui. Je crois que la Banque mondiale a avancé, comme tu as dit, pour engager la politique. Il y a eu un rapport des Nations Unies sur l'eau où l'on peut voir qu'il y a eu un essai de le voir sous la perspective. Des fois, je répète des choses qu'on a déjà dit ou qu'on a déjà développées, mais il y a eu quand même, oui, des améliorations, des progrès. Mais on sait qu'aucun accord s'est construit avec la provision des types de défense. Donc, qui va donner l'argent? Qui c'est qui va donner l'argent pour construire des bassins, par exemple? Donc, cette coopération, vers un certain point, a besoin de savoir d'où va venir la coopération. Qui est intéressé dans la coopération? Moi, je me rappelle, avant que le livre ne soit publié, ça fait quelques années, on avait la discussion sur l'eau, on sait comment ça a été à ce moment, il y avait beaucoup de désaccords. Et quand on demandait sur le terrain quel problème il y a, on disait non, il n'y a pas de problème. On disait, bon, il faut aller parler avec les gens parce que c'est la manière la plus facile d'arriver à un accord. Et donc, on attend toujours ce type de mécanisme pour solutionner les conflits. Des fois, ce type de vision ne fonctionne pas très bien. Et il faut retrouver les modèles et voir quel est le succès d'un différent thèmes, des différents sujets, des différents mécanismes. Donc, il faut voir que la Banque mondiale a réussi à rassembler les peuples pour signer des accords. On ne peut pas toujours prendre la formule et considérer le contexte des politiques et des contrôles. Il y a un défi. Et donc, il faut un accord comparatif parce que ça a été réussi. Donc, oui, est-ce qu'il y a plus de commentaires? Oui. Ceux qui sont là présents, ont fait un travail génial. Par exemple, au Mexique et dans d'autres pays.
et par rapport au changement géopolitique. Et donc, je veux connecter les commentaires d'Anders avec celui d'Erika. Et donc, on n'a pas répondu vraiment les questions. Ça fait 20 ans, la Banque mondiale avait l'argent. Aujourd'hui, on s'assure que les partenaires privés puissent construire ou avoir les fonds pour un projet, etc. La deuxième chose, c'est quelle est la plus grande source de conflit sur ces bassins, par exemple. Sur ces bassins, par exemple, en Égypte, en Éthiopie, je ne suis pas d'accord, je crois que nous avons, les paysans ont besoin de l'eau, ont besoin d'eau. Et donc, ça va aussi avoir des conséquences sur les frontières parce que des fois, ce qu'on trouve sur ces régions, c'est que les conflits sont sur les frontières. Donc, ces conflits sont accélérés pour les changements climatiques et sont sortis d'où ils étaient. Et donc, le dessin de créer des commissions pour travailler sur les bassins des rivières. Donc, ça, pour répondre à la question, c'est qu'il faut penser en plusieurs systèmes. Et donc, pour répondre à la question d'Anders, c'est lui remettre la question. C'est pas que tu parles au nom de la banque ou quoi, mais est-ce qu'il y aurait d'autres initiatives? Comment ça se verrait aujourd'hui? Les deux formes qui se verraient totalement différentes, c'est les changements d'économie politique dans cet espace et où est-ce que les conflits significatifs seraient là? C'est plus l'articulation des institutions parce que c'est un des outils que nous avons. Donc, évidemment, on voudrait parler davantage sur ce sujet. Je vois que Stacy a levé la main. Oui, je peux contribuer aussi. Je crois que c'est une longue discussion, mais en tout cas, merci pour les réponses. Je suis d'accord. Ce n'est pas qu'il faut qu'on doit financer parce que si à la fin ce sont des grandes infrastructures, et c'est comme ça que ceci devrait être fait, non seulement en Afrique, aussi en Asie, mais sur la question de quoi serait différent si on lançait un projet aujourd'hui, vraiment. Je ne peux pas parler par tous, mais ce sont les pays qui se réunissent, appuyés par la Banque mondiale. Comment serait un accord sur l'eau aujourd'hui? J'aimerais présenter un point qui a à voir avec ce que beaucoup d'entre vous avez présenté. Ce que nous faisons bien, c'est de nous impliquer dans les activités avec les ministères des Finances, mais aussi à niveau local. Qu'est-ce qui se passe à niveau local? Il me semblerait que la Banque mondiale, parfois, elle essaye de se mettre à jour sur ces points d'inclusion. Et c'est ce que nous faisons, mais il faut faire davantage. Et celui-ci serait un aspect où nous espérons pouvoir améliorer dans le futur. Et puis, nous impliquer davantage avec les communautés. Avant de lancer un projet, mais je ne peux pas parler au nom des pays qui se réunissent pour signer des accords. Très bien. Maintenant à toi, Stacy. J'allais tout simplement ajouter au commentaire de Ken sur le financement. Lorsque nous voyons la minerie et l'énergie solaire et éolique, nous voyons un changement général vers beaucoup de choses très complexes. Le financement de projets avec moins de participation des communautés et sans réponse de l'État.
Donc, ce modèle, c'est une forme d'énergie, par exemple, éolique, parce que ce sont de très bons exemples que le changement climatique et la transition énergétique est en train de promouvoir. D'une façon ou d'une autre, ils sont dans la direction de moins de conflits locaux, moins de reprise des foncières, et dans ces thèmes qui sont dans le contexte, dans le scénario. Et je crois qu'un des moteurs, c'est ce financement et leur rendre des comptes et le modèle néolibéral de ces projets qui sont appuyés. Et ce ne sont pas des accords entre la Banque mondiale et l'État du Venezuela pour construire quelque chose. Ceci se répète partout. Je pense qu'il faut penser comment notre agenda répond à ces dynamiques dans l'économie et la politique globale. Merci Stacy, nous avons 9 minutes. Je veux faire une ronde finale, mais est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires avant de faire la dernière ronde avec le panel? Soyez pas timides. Et donc, pour tous, cette dernière question, je pense que c'est une opportunité unique dans cette conférence de la CPA pour penser ce qu'il y a dans le futur, dans le champ, pour les personnes qui essayent de travailler dans ce domaine et développer leur propre carrière dans cet espace. Alors, il serait très utile de vous entendre d'entendre de vos conseils pour quelqu'un qui entre au CPA ou peut-être dans un autre secteur. En ce moment, ils sont là peut-être, mais ils voudraient appliquer leur expertise ailleurs. Alors, quel serait votre conseil? Je vais commencer par Larry. Je réponds à quelqu'un d'eux sur le chat. Alors, je passe. Donc, Ken. J'imagine que je lui dirais qu'il y a beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à travailler sur ce domaine, il y avait beaucoup de personnes qui étaient appelées, qui comprenaient la paix et la dynamique, mais ils ne comprenaient pas l'environnement. Ils comprenaient, et d'autres comprenaient l'environnement, mais ne connaissaient pas et ne comprenaient pas les dynamiques de la paix. Et ce manque crée des différences et les différences créent des conflits. Donc, pendant très longtemps, le défi pour ces personnes d'un côté et d'un autre de la division a été pour aller de l'autre côté et comprendre et voir les personnes avec des expertises des deux côtés pour pouvoir les mettre ensemble. Mais je pense que nous sommes au point où nous commençons à créer des choses, à avoir des personnes qui ont vraiment une grande fluidité sur les deux aspects, l'environnement et la paix. On espère donc que l'objectif final est celui-ci, de parvenir, de pouvoir trouver cette échelle que nous voulons escalader pour aller un peu plus haut. Et je pense que les personnes qui ont participé et eu du succès, ils ont suivi un pas à pas. Ce serait le premier conseil. Et le deuxième serait qu'il faut nous impliquer avec la diversité, la globalité de l'espace. Je l'ai fait pendant très longtemps. Je connais beaucoup de personnes que je connais ici et je suis étonnée que je connais chaque fois moins de personnes de tous les endroits. C'est une caractéristique de cette conférence et je pense que ceci nous donne un défi pour trouver des formes de nous impliquer et de travailler. Et les formes technologiques sont magnifiques. Il faut apprendre à les utiliser
car elles peuvent être artificielles, mais elles peuvent aussi produire de très bons résultats. Donc, j'encourage à ces personnes qui travaillent dans ce domaine et surtout qu'ils commencent à penser de manière créative sur la nature. Et surtout sur le contexte transnational. Larry, à toi maintenant. Je pense qu'il y a plusieurs espaces qui acceptent son intérêt à ce sujet. Dans mon université, par exemple, nous avons des doctorats, des études avancées et sur la gestion environnementale. Ils font des doctorats sur le changement climatique. Donc, il y a différents angles, différentes perspectives. Ils vont répondre à leurs propres études qui vont leur permettre de se spécialiser. Et c'est surtout en relation avec ce qu'Anne a dit. Si vous voulez travailler dans ce domaine, il faut faire être face à qui travaillent sur le terrain. Il faut qu'ils se connectent et faire partie du réseau. S'ils ont des intérêts sur des domaines particuliers, il faut suivre cette idée. Je pense que dans la partie centrale de la construction de paix environnementale, il y a eu un désir à partager de justice sociale et de durabilité environnementale. Donc, nous avons plus besoin d'autres types d'inspiration. On vient ici parce qu'on a l'intérêt d'être ici à travers un tuteur ou moi, j'aimerais beaucoup aller étudier avec Ken parce qu'il a beaucoup de temps pour superviser, pour s'occuper de ça. Et puis assister à des réunions comme celle-ci et être impliqué et être volontaire si jamais on a besoin de nous. Parce que tout est CPA. Merci, Larry. On m'a dit que dans sa carrière professionnelle, le plus important est d'avoir un tuteur. C'est quelque chose de vraiment important et c'est quelque chose que CPA applique vraiment. Et je pense que vous tous en pourriez parler de cela. Erika, peut-être que je vais me répéter un peu, de dire quelque chose de similaire. Le principal, c'est de prendre des risques. Si quelqu'un ouvre la porte, il faut traverser. Pour moi, ça a été toute mon expérience. Tout simplement, je ne savais pas que j'allais finir mon travail en Asie centrale. Quand j'ai commencé l'université, j'avais une autre idée tout à fait différente que j'irais en Russie ou en Europe orientale, mais les opportunités se sont présentées et on doit être toujours prêt à prendre ces opportunités. Si on n'aime pas, on peut changer son idée tout le temps et surtout être impliqué. C'est pas quelque chose de statique. Nous avons tous évolué, même si nous sommes dans le même domaine de la recherche. Et ce domaine a changé aussi. Il a changé son point d'étude. On va avoir une discussion avec des collègues et tout. Et il faut voir cette focalisation flexible vers le terrain. Mon langage peut être quelque chose que les autres n'aiment pas. Alors, si on vous répond pas, il faut écrire à nouveau. Peut-être la personne était occupée. Si on veut suivre un chemin, il faut insister parce que les courriels, parfois, ils vont disparaître. Parfois, j'envoie des courriels à des personnes pour une interview. Ils répondent pas et puis j'envoie un autre. Et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Je sonne à la porte une fois, deux, trois, quatre fois. Et les personnes dont j'ai besoin de parler, j'insiste. Et soyez pas timides. Les gens veulent travailler de leur travail, veulent parler de leur travail. Les personnes veulent partager, être tuteurs et ce que fait que l'association soit ce qu'elle est. Alors, moi, je participerai aussi dans des groupes d'intérêt et puis construire vos
propre groupe de collègues parce qu'il y a des personnes qui vont vous guider toujours au fur et à mesure que vous avancez dans vos études, dans vos travaux. Et surtout avoir une cour très forte. Oui, c'est un très bon point, Erika. Merci. C'est quelque chose que nous avons vu dans la séance précédente, quelque chose de tellement important, l'importance de voir les tuteurs et les leaders et construire des relations de façon horizontale et surtout qu'ils nous accompagnent tous les jours pendant des décennies de carrière et de travail. Chef? Oui, j'ai une petite minute. On voit que nous avons plus de temps. Il y a d'autres qui ont levé la main, mais nous avons cette idée de l'objectif. C'est ce qui nous anime, ce qui nous encourage. Au lieu de changer de croyance, avoir les professeurs, il y a 25 ans, nous voulons être impliqués. Il y avait moins qui avaient cette disposition. Et si on ne les trouvait pas, il fallait continuer à aller chercher, car c'est une communauté qui va nous aider de guide. Il ne faut pas se limiter à la construction de paix environnementale. Il faut voyager, il faut faire de la recherche internationale et il faut le voir de la perspective de la recherche, être volontaire, participer à des activités de façon continuelle, continue. Et nous avons des ressources naturelles et des conflits partout. Aux États-Unis, dans le cœur de l'extraction, il y a des personnes qui l'ont souligné de manière très éloquente. Stacy, les minéraux, oui, il faut. Ceci est en relation avec les renouvelables, les méthodologies, les cas que nous voulons étudier, des cas particuliers que nous voulons participer. Je pense qu'à part l'éducation formelle, il y a beaucoup d'institutions avec lesquelles nous pouvons nous connecter. Vous pouvez les voir ici dans la conférence. Et maintenant que nous avons le virtuel pour se connecter partout, ce ne serait pas très difficile à dépenser trop d'argent pour aller quelque part, pour aller à Washington ou à New York. Mais vous pouvez travailler de chez vous avec d'une façon bien plus accessible. Stacy, très bref, s'il te plaît. J'aime beaucoup le point de Ken sur la finalité, sur l'objectif. Nous avons parlé des objectifs définitifs si vous êtes intéressé en post-conflit ou résolution des conflits et il faut apporter. Ça fait partie de la richesse des ordres du jour. Ne pas imaginer avoir à aller dans un endroit trop loin et c'est pas toujours dans les pays en développement, ce sont des passions. Et ça fait 20 ans que nous sommes ici et nous faisons la défense de l'environnement et les personnes dans les guerres aux États-Unis ou au Canada. Il ne faut pas tout simplement regarder le sud global, il y a partout. Et il faut l'aborder avec un bon échange avec les étudiants de diplôme, voir les publications, ça c'est très utile. Il y a pas mal d'études sur le CPA en Hollande, aux Pays-Bas par exemple. Le Royaume-Uni, lorsqu'il est sorti avec le Brexit, il y a beaucoup de thèmes à ce sujet. Donc, la finalité, il faut les amener dans la communauté comme ça pouvoir voir des nouveaux objectifs. Merci. Jacques, je crois qu'ils ont tous dit, ils ont donné tous les conseils possibles. Pendant les dernières 32 ans, j'étais dans le même bâtiment. Alors, je n'ai pas été ailleurs. Et
si nous le regardons, c'est très important de prendre des risques. Il faut prendre des risques si nous voulons faire la recherche et si nous voulons surtout avoir un bon moment avec cette recherche. Donc, il est important de trouver un thème. Et dans ce contexte, on prend des risques et aussi entendre les tuteurs, les experts, car ceci est très, très bon. Il faut entendre ceux qui ont l'expertise. C'est une combinaison de prendre des risques et aussi d'entendre les conseils en même temps. J'ai reçu un courriel, je ne sais pas quand, de Ken, de Jeff, pour ne pas faire partie d'un projet. Et ça avait à voir avec le conflit. C'était quelque chose qui sonnait vraiment très bizarre, du conflit environnemental, c'était vraiment bizarre. Je les ai entendus, j'ai dit, bon, bah, ils sont des bonnes personnes, alors je veux faire partie de ce groupe. Donc, il faut parfois bouger dans des zones que l'on ne connaît pas. Et c'est comme ça, sinon on va rester toujours dans la même zone de confort. Et puis, il y a une crise académique ou quelque chose. Donc, c'est important d'avoir cette mentalité ouverte, de prendre des risques, voir quels sont les autres commentaires et avoir une passion pour le sujet, sinon faire autre chose. C'est pas un mauvais conseil pour quelqu'un qui a dit qu'il avait plus de conseils à dire. Oui, je pense que c'est une communauté qui appuie, qui collabore et je veux que tout le monde puisse avoir du succès. Oui, nous avons ce principe de gentillesse. Et Ken et Jeff, le fait de dire qu'ils sont des bonnes personnes, c'était vraiment agréable. Oui, merci. Heureusement, ils ont mentionné Ken et Jeff et on nous a laissé tous les autres de côté. Non, non, mais je voulais dire tous, vous êtes tous de très bonnes personnes. Non, je crois que c'est le moment de terminer le panel. Je vous remercie tous de nous accompagner. Merci pour ce travail que vous avez fait, pour votre appui. Et je vois plusieurs noms sur la liste de participants qui ont intervenu et qui ont travaillé pendant les dernières 20 années. C'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous et merci pour votre collaboration. Et je vais donc garder ce qui a été écrit sur la boîte à commentaires. Je pourrai le partager avec vous. Alors, à nouveau, merci beaucoup.